Merci d'être avec nous sur LCI. Pour ceux qui avaient encore des doutes sur les Russes, eh bien, ils ne plaisantent pas avec la guerre. Moscou serait en train de préparer le plus important programme de défense depuis la chute de l'URSS. C'est ce qu'affirment les renseignements ukrainiens qui ont sorti la calculette, tenez-vous bien, et les chiffres donnent le tournis. La Russie prévoit de dépenser 1100 milliards de dollars, environ 950 milliards d'euros, pour son effort de guerre d'ici à 2036. Bonsoir Sergei Tchernov. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier du KGB. Vous avez écrit aussi L'ombre des légendes. Un ex-commandant du KGB raconte. Le voici, ce livre passionnant. Vous racontez votre parcours, mais aussi les affaires, certaines des affaires qui ont marqué ces dernières années. Le renseignement ukrainien parle de mobilisation totale de la Russie concernant son système de défense. Mobilisation totale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mobilisation totale, c'est ce que Poutine, jusqu'à maintenant, a refusé de faire. Parce qu'en réalité, il a trouvé un moyen pour ne pas se mettre à dos le pays. Il ne menait pas une guerre, il menait une opération spéciale. Cette opération spéciale se passait très loin des Russes moyens. Et il ne prenait pour cette opération spéciale que ceux qui voulaient y aller, soit par conviction, soit pour gagner de l'argent, soit pour sortir des prisons. Là, on a l'impression que les derniers temps, il prépare autre chose. On est en train de franchir un cap. Oui, je crois. Parce que vous vous souvenez, quand il s'est déplacé la semaine dernière sur l'usine métallurgique, il y avait des pancartes qui marquaient le Front populaire. Et le Front populaire, c'est quelque chose, vous savez, qui parle de la guerre, mais le Front populaire, c'est le front du pays. Ce n'est plus une opération spéciale. Et donc, du coup, ce budget que les services ukrainiens annoncent, bon, après, il impressionne, mais c'est sur 9 ans. On va regarder les chiffres dans le détail, évidemment, bien sûr. Mais c'est quand même un budget colossal au vu du PIB de la Russie. Ce budget, aujourd'hui, les dépenses militaires en Russie, c'est 9% du PIB, 33% environ du budget total de l'État russe. Les Ukrainiens, eux, alertent sur les nouvelles unités, sur les nouveaux districts militaires que la Russie veut mettre sur pied. Quand on parle d'unités de districts militaires en Russie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'organisation territoriale de l'armée russe. C'est-à-dire qu'en fait, nous, depuis 3 ans et demi, on regarde l'Est de l'Ukraine et la guerre que Poutine mène en l'Est de l'Ukraine. Mais ça ne concerne pas de la totalité des forces armées russes. En réalité, ils amassent des gens qui veulent y aller, les volontaires ou les gens qui s'engagent pour les contractuels, en quelque sorte, qui sont encadrés juste par une partie de l'armée. Mais l'armée russe, sur le papier, Poutine l'a augmenté jusqu'à 1 500 000 personnes. Ce 1 500 000 personnes, ce ne sont pas les 700 000 qui sont sur le front ukrainien. Ce sont les gens qui sont répartis sur tout le territoire. Et donc ce territoire était divisé en 4 circonscriptions militaires. Et Poutine, il y a 1 an et demi, a changé aussi cette organisation. Il a dit, je vais reconstruire ce qu'on appelle la circonscription de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et donc, Saint-Pétersbourg, c'est parce qu'il y a la Finlande et la Suède, les nouveaux membres de l'OTAN qui se sont créés à cause de Poutine ou grâce à Poutine, selon comment on le regarde, où on se place. Et donc là, ils construisent cette frontière, le long de cette frontière nord de 1350 km entre la Finlande et la Russie. Donc c'est le nouveau régiment, mais qui comprend aussi la capitale de Saint-Pétersbourg, la deuxième capitale de Russie. Et la deuxième circonscription, c'est Moscou et tout ce qui est en bas jusqu'à la Biélorussie. Donc face aux pays baltes, et presque par extension face à la Pologne et à l'Allemagne et à la Baltique. Et donc voilà, et ça c'est quelque chose qui dit que en fait il veut renforcer quelque chose parallèlement à la guerre qu'il mène en Ukraine. Vous me dites, bon, ce chiffre, il faut le comprendre sur 9 ans, bien sûr, 1100 milliards de dollars. D'abord, est-ce que ça vous semble plausible ? Et c'est une question idiote, mais comment est-ce que la Russie va trouver cet argent dans un monde qui essaie de l'asphyxier économiquement ? C'est tout à fait plausible parce que si vous prenez le budget actuel, commençons par il y a quelques années. Il y a quelques années avant la guerre contre l'Ukraine, le budget militaire russe était 50 milliards.
60 milliards. Il était à peu près comparable avec le budget français, il était un peu plus élevé voilà. On est à 130. Voilà. Maintenant, c'est 130 minimum. En réalité, vous savez, même vous avez dit, c'est 9% du PIB. Poutine a cité lui-même un chiffre historique. Il a dit l'Union soviétique s'est écroulée quand les dépenses militaires ont atteint le 11% du PIB. Et en fait, en réalité, après avoir prononcé cette phrase qui devrait normalement faire de lui quelqu'un de raisonnable. En fait, il pousse parce qu'il y a encore un an, c'était 6% du PIB. Maintenant, c'est 9, donc bientôt 11. Mais la Russie, c'est pourquoi elle peut tenir ça? Parce qu'elle va devenir la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est quoi? C'est le pays qui est... C'est un grand cran militaire. C'est une caserne. C'est une caserne. Oui. Et la Russie de Poutine devient une caserne. Et donc, par rapport à ça, oui, il peut tenir parce qu'il a encore des réserves. Il a encore la réserve nationale, même si elle s'épuise. Et d'aucuns disent que l'année prochaine, il n'y en aura plus. Mais il fait quand même les ventes à l'extérieur. Et puis, quand il n'y aura pas de vente à l'extérieur, si jamais il y a les sanctions encore plus rudes qui marchent, bah, il fera comme l'Union soviétique. L'Union soviétique, pendant 70 ans, imprimer la monnaie de singe qui s'appelait le rouble, où si vous la présentez quelque part, on vous tapait sur la figure au lieu de vous donner quelque chose contre cet argent-là. Et donc on disait en fait à l'époque soviétique le rouble de bois. Et donc Poutine s'est dit, bah, si l'Union soviétique a existé pendant des décennies et des décennies avec le rouble de bois, qu'est-ce qui m'empêche à moi d'exister de la même manière, parce que j'ai aussi les réserves en or. D'ailleurs, il augmente ses réserves en or puisqu'il a perdu les 300 milliards d'euros qui étaient déposés en Belgique, aux États-Unis et ailleurs pour assurer en quelque sorte la puissance de la monnaie nationale russe. Mais il y a d'autres garanties en quelque sorte de la puissance économique. Il y a déjà le territoire. La Russie, c'est 17,5 millions de kilomètres carrés. Rien que ça représente un amas d'argent que vous pouvez mettre hypothéqué en quelque sorte. Donc, les moyens, les Russes les ont s'ils décident ou s'ils venaient à décider créer ce système de défense. Vous savez, excusez-moi, il y a juste une petite anecdote là pour vous amuser et pour expliquer à nos téléspectateurs comment ça marche. Il y a un père alcoolique qui dit à son fils, la vodka a augmenté hier d'1 rouble. Et son fils dit, papa, tu vas boire un peu moins. Et l'autre, avec un sourire cynique, dit non, tu vas manger moins. D'accord. Ça donne peut-être une idée de ce qu'était la Russie, de ce qu'elle est encore peut-être aujourd'hui. C'est ça, Poutine. Ça veut dire qu'en fait, il s'en fiche de sa population, il s'en fiche de la santé de cette économie. Il est vraiment omnibulé par cette guerre. C'est sa guerre. Et le retour de la Grande Russie. Et comme à Libye. En réalité, c'est une guerre émotionnelle. Il veut se venger de l'Ukraine et aussi, de cette façon-là, parler de la Grande Russie. Mais bon, en même temps, la grandeur du pays, c'est le côté positif. C'est combien ce pays produit, comment ce pays rayonne dans le monde. Là, il s'est fâché avec le monde entier. Ça ne rajoute pas. Les Chinois, pas les Nord-Coréens, pas les Iraniens. Il y a un axe qui se forme. Alors, c'est peut-être pas des amis, mais en tout cas, ce sont des gens avec qui les Russes travaillent. Vous avez prononcé quand même les noms des pays. Certains auraient du mal à se dire qu'ils sont amis avec les Nord-Coréens, avec les Iraniens et même avec les Chinois. C'est possible. Le Kremlin qui semble anticiper donc un conflit long avec l'Ukraine, et les Ukrainiens sont du même avis. Écoutez ce qu'a dit aujourd'hui même Valéry Zaloujny. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'était le chef des armées en Ukraine et qui est aujourd'hui, je crois, toujours ambassadeur en Grande-Bretagne. Pour le moment. On l'écoute. On dit qu'on va le changer. Si nous nous contentons de maintenir un cessez-le-feu sans préparer notre propre défense, cela durera longtemps. Ayant commencé en 2014, si Dieu le veut, cela prendra fin en 2034. Voilà donc Zaloujny, qui ne dit pas que des bêtises, prévoit lui une possible fin de cette guerre en 2034. Alors 2034, vous l'aurez compris, c'est dans 9 ans. On en parle ici même très régulièrement. La Russie compte sur l'aide militaire nord-coréenne, sur les composants de la Chine, sur les drones de l'Iran, même si elle a développé évidemment ses propres usines en la matière. On a l'impression aujourd'hui que l'effort militaire est très élevé pour les Russes, et en même temps, on apprend
que les Ukrainiens considèrent qu'ils peuvent se battre encore 9 ans à ce rythme-là, et peut-être plus. Est-ce que c'est cohérent ? Oui, c'est cohérent parce qu'en fait, c'est une guerre qui est devenue une guerre d'attrition et une longue guerre. Ça veut dire que les deux pays se sont installés dans cette guerre. Et les Russes progressent très peu. On a donné le calcul. Poutine disait qu'il veut conquérir Kiev. On a dit qu'il pourra le faire en 70 ans. Donc, c'est pas demain. Les gains territoriaux qui s'octroient actuellement, ne serait-ce que pour rentrer dans les 30 000 km² qui lui manquent sur les territoires qu'il a entrés déjà dans la Constitution, il lui faudra 5-10 ans pour les. Donc, en fait, on revient à ce calcul-là. Et l'Ukraine, c'est un pays. Vous savez, c'est peut-être le seul pays européen qui peut aussi résister à cette guerre. Parce qu'en fait, les deux peuples sont pareils dans leur... ils se connaissent par cœur. Ils se connaissent par cœur, et je dirais dans leur volonté, en fait, de répondre. Et les Ukrainiens, d'ailleurs, ils n'ont pas de choix. Parce que s'ils s'arrêtent... La seule question, c'est de savoir s'il y a une véritable volonté populaire côté russe. On sait que les Ukrainiens, ils savent pourquoi ils se battent, pour défendre leur pays. Pour les Russes... Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, l'une des principales motivations, c'est l'argent. Pour les autres, peut-être la patrie pour certains, et puis sortir de prison pour d'autres. La guerre n'est pas populaire chez les Russes. La guerre est populaire chez les personnes âgées, mais les femmes et les jeunes n'aiment pas cette guerre. Même la sociologie russe le dit. Ça veut dire que la sociologie qui est contrôlée par l'État, elle est quand même consciente que cette guerre n'est pas populaire. Et donc, pour Poutine, quand je vous ai dit qu'il pensait faire cette mobilisation générale et pas faire de cette guerre une guerre patriotique nationale de défense de pays, c'est un pari très risqué. Parce que d'abord, cette guerre ne se passe pas sur le territoire russe. Donc les Russes peuvent l'arrêter à n'importe quel moment, ils peuvent se retirer, ils n'auraient rien perdu parce qu'ils ont toujours leur territoire. En revanche, les Ukrainiens ne peuvent pas arrêter parce que s'ils s'arrêtent, ils perdent leur souveraineté. Quand on voit l'effort massif que fournissent les Russes ou que prévoient de fournir les Russes dans les 10 prochaines années, effort de défense, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Européens, et pour l'Ouest de manière générale? Est-ce que ça veut dire qu'il faut, pardonnez-moi l'expression, mais qu'on se réveille? Oui, il serait temps. Hein. Il serait temps. Beaucoup de militaires le disent, côté français, côté occidental, côté européen, à l'OTAN. Après, le problème, c'est que, vous savez, l'Europe occidentale s'est toujours comportée comme un adolescent qui comptait sur l'Amérique, comme sur l'oncle d'Amérique, en fait. Sauf que l'oncle, là, en ce moment, il a d'autres projets. C'est ça. Et donc, en quelque sorte, en fait, c'est Trump, avec son impertinence, qui a réveillé, en quelque sorte, les Européens, parce qu'ils ont commencé à se réveiller avec Poutine, et c'est Trump qui finit par les réveiller. Alors, on est en train de se réveiller, on est en train de réveiller l'adolescent qui passe ses matinées à dormir, mais est-ce que c'est trop tard ? Non, c'est pas trop tard parce que Poutine, pour le moment, il ne peut pas mener la guerre directe et totale contre l'Occident. Il n'a pas les moyens. Ça fait partie de ses projets, vous pensez? Parce que c'est ce qu'on entend très régulièrement en Ukraine. Ça a été cette thèse adoptée aussi par certains militaires ici en disant que d'ici 5 ou 6 ans, la Russie serait en capacité de mener un deuxième front. Est-ce que c'est une hypothèse? Alors, possible, évidemment, c'est possible. Est-ce que c'est probable? C'est probable. Parce que justement, on a parlé avec vous de l'organisation territoriale de l'armée, et je vous ai démontré qu'en fait, une grande partie de l'armée n'est pas concernée actuellement par la guerre. 1,5 million de soldats, en tout cas de militaires, dans l'ensemble du pays, 700 000 actuellement sur le front Est. Voilà, c'est ça. Et Poutine, d'ailleurs, voudrait augmenter encore ce 1 million jusqu'à 1,5 million. Ce qui fait qu'il progresse chez lui, dans sa tête, dans la création de cette armée. Il lui donne les moyens. Il construit les casernes pour cette armée, il construit de l'armement pour cette armée, et donc ça, petit à petit, il prépare. Mais mener 2 guerres en même temps, n'importe quel militaire vous dira que c'est suicidaire. Et historiquement, en tout cas, on le voit, c'est très difficile. On sait ce qui s'est passé lors, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale, mais ce n'est pas le seul exemple. L'industrie militaire russe, ça c'est important. Est-ce qu'elle a encore des faiblesses? Par exemple, dans la qualité de l'armement produit, dans ses chaînes de production, dans son développement, dans son innovation. Quand on est sur le terrain,
en Ukraine, on entend souvent les militaires ukrainiens, ceux qui ont vraiment les mains dans la boue, vous dire oui, mais vous savez, c'est de l'armement russe. Alors, ils s'adaptent, ils sont malins, mais ces bombes planantes, elles n'atterrissent jamais où il faut qu'elles atterrissent. Leur équipement est quand même assez obsolète pour la plupart. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être de ce côté-là une faiblesse côté russe? Oui. Une grande faiblesse, et d'ailleurs c'est une faiblesse héritée de l'Union soviétique. Vous savez, moi j'ai vécu 20 ans dans la Silicon Valley soviétique qui s'appelle Zelenograd. C'est une ville nouvelle à côté de la ville de Moscou où était concentrée l'électronique russe. Un de mes amis était dans ce qu'on appelle le contrôle militaire de l'électronique. Ça veut dire qu'en fait les militaires avaient leur propre contrôleur dans ces usines. C'est eux qui acceptaient ou n'acceptaient pas l'électronique que leur livraient ces usines. Vous savez ce qui se passait du temps de l'Union soviétique? Non. Par secret, mon ami m'a dit, quand j'arrive, et donc il y a un paquet de produits qu'on me présente, j'accepte 3%. 3%. Parce que le reste ne correspond pas aux exigences de l'armée, parce que vous savez, l'électronique militaire, c'est une électronique très particulière, parce qu'elle doit répondre dans les conditions difficiles, répondre peut-être dans les conditions d'une guerre nucléaire. Donc il y a tout un tas de standards qui sont beaucoup plus durs que pour l'électronique civile. Et déjà du temps de l'Union soviétique, du grand temps de l'Union soviétique, quand il y avait encore les scientifiques, quand il y avait encore l'industrie, la grande industrie. Dans les années 1990, cette industrie a disparu. Actuellement, l'électronique russe n'existe quasiment pas. Ce sont les composants chinois qui arrivent tout faits, enfin chinois ou taïwanais ou américains ou européens, qui arrivent tout faits de l'étranger. Et dans ces usines de Zelenograd, ils les assemblent. C'est tout ce qu'ils font. Et ils produisent un tout petit peu, ils essaient de produire, mais ils produisent très mal. Pour cette histoire de mon ami soviétique, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé hier. Pas plus tard qu'hier, un colonel de l'armée qui était au même poste, ça veut dire qu'il était responsable de contrôle de produits électroniques qui étaient livrés au ministère de la Défense, a été condamné à 8 ans de prison parce qu'il était dans un schéma de corruption avec le directeur de l'usine qui lui livrait les composants qui ne correspondaient pas à ces standards. Et donc ça prouve qu'en réalité les mêmes faiblesses existent jusqu'à maintenant. Je peux vous énumérer des trucs comme ça. Par exemple, dans l'industrie d'aviation, il y a l'avion russe MC-21 que les Russes aurait voulu mettre en production de série en 2010. Après, c'était 2016. Après, c'était 2024. Cette année, normalement, ils devaient le produire. Il ne sera pas produit. Maintenant, ils disent qu'il sera produit l'année prochaine. Mais il manque encore des composants parce qu'en réalité, 80% des composants dans cet avion étaient étrangers. Et quand il y a eu des sanctions, quand il y a eu les premières sanctions après l'annexion de la Crimée en 2014, après les deuxièmes sanctions, tout un tas de sanctions après le début de la guerre. Donc elles ont quand même des impacts, ces sanctions. On dit souvent que les sanctions internationales n'ont absolument aucun impact sur les pays qui les subissent. En l'occurrence, pour la Russie, ça reste... c'est peut-être à la marge, ça ne va pas faire arrêter la guerre, mais ils ont des impacts. D'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ça veut dire que vous prenez les gens, par exemple, cette année, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, au mois de juin, il y avait plusieurs ministres qui sont venus. Il y avait le président du comité budgétaire de la Douma, le Parlement russe, il a parlé pendant 10 ans. Il y avait un froid total dans la salle parce qu'il a dépeint. Ce que moi je viens de vous dépeindre, c'est peut-être 5% de ce qu'il a raconté. En fait, ils ont énormément de difficultés, mais la Russie en même temps, c'est un colosse. Ça veut dire que même avec ces difficultés-là, ils peuvent résister. Elle est aussi habituée à résister dans des conditions très difficiles. Elle a une histoire, on le sait évidemment. Reuters dit aujourd'hui, par exemple, que des moteurs de réfrigération sont envoyés en Russie. Une fois sur place, ils sont réceptionnés par des sociétés écrans qui les démontent et qui utilisent les puces et les parties des moteurs pour les mettre dans des drones. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce que les Russes arrivent à faire avec des appareils électroménagers. Des Russes qui sont en pleine manœuvre, un exercice maritime géant sur 13 fuseaux horaires. Alors ça, pour nous, ça paraît complètement dingue. L'opération, elle a été baptisée Tempête de juillet, 150 navires, 15 000 hommes, plus d'une centaine d'avions mobilisés pendant 4 jours. On va regarder les images.
Voilà, ça ce sont des avions qui ne sont pas de la toute dernière jeunesse, évidemment, mais l'idée c'est quand même de montrer la puissance de cette armée russe, de cette marine russe. Ce type de manœuvre, ça sert à quoi ? Ça sert à faire la démonstration de la force stratégique de Russie. C'est pour rappeler que la seule composante pour la Russie qui fait qui essaie de faire d'elle une superpuissance, c'est uniquement ça. Ça veut dire qu'il y a l'arsenal nucléaire hérité de l'Union soviétique et un peu modernisé, plus une énorme marine, quand même la marine, je crois, la plus grande au monde. Alors c'est la troisième, derrière les Chinois, qui ont aujourd'hui le plus grand nombre de bâtiments. Ensuite viennent les Américains. Alors après, évidemment, la modernité des bâtiments joue dans les batailles navales. Les Américains sont beaucoup plus forts, beaucoup plus modernes. Mais aujourd'hui, les Chinois ont plus de bâtiments. Les Russes arrivent en troisième position. Oui, mais après, quel bâtiment ? Parce que là, ils nous montrent les bâtiments stratégiques. Ça veut dire ils nous montrent les sous-marins nucléaires d'attaque. Ils en ont 11. Ils nous montrent les avions là qu'on a vus. Ce sont les Tupolev en 95. Donc les bombardiers stratégiques nucléaire, dont d'ailleurs une partie a été détruite par les drones ukrainiens il y a un mois. Et donc ça c'est fait pour nous impressionner, pour nous montrer, et pour nous montrer que ça, c'est la composante qui n'est pas du tout sur le front en Ukraine. C'est de ça que je vous ai parlé. Oui. Parce qu'en fait, vous avez la marine... Le message, c'est on a des réserves. On a des réserves. La Russie a, par exemple, la marine militaire russe dans la mer Noire, elle est complètement cantonnée. Oui, alors d'ailleurs, elle n'a pas participé à cet exercice global. Elle ne peut pas participer parce qu'elle ne peut pas tout simplement sortir du port. D'ailleurs, Poutine a annulé la fête de la Marine nationale, normalement, qui va arriver le 31 juillet. Ça se passait à Saint-Pétersbourg. Là, elle a annulé parce qu'il a peur qu'en fait les drones ukrainiens arrivent. Le Neva, la Neva. Mais là, ce sont les manœuvres du Ouest, parce que vous avez la flottille nordique, donc à Mourmansk, et puis vous avez la flottille de l'océan Pacifique à Vladivostok. Et ça, ils disent, ça, nous l'avons. Et c'est pas concerné du tout par la guerre que nous menons depuis 3 ans et demi. Cette marine, c'est la 3e plus importante au monde en termes de bâtiments. Est-ce qu'elle est moderne ? Est-ce que c'est une marine moderne ou qui est en train de se moderniser ? C'est possible aussi. On sait que les budgets et le temps d'investissement dans la marine, c'est extrêmement long. On l'a vu en France, par exemple, autour des discussions pour le lancement d'un éventuel 2e porte-avions. Est-ce que pour les Russes, aujourd'hui, on a une marine qui est capable d'infliger des dégâts si, par exemple, il y avait un conflit au hasard dans le Pacifique ? Sur le papier, oui. Sur le papier, même pour sa composante, par exemple, pour le sous-marin, c'est même assez moderne, parce que Poutine a mis énormément d'argent, et en 25 ans de sa présence au pouvoir, il a réussi à produire un certain nombre de nouveaux bâtiments, qui sont les bâtiments qui sont considérés par les Français, par exemple, par les généraux qui viennent sur nos plateaux, comme des bâtiments tout à fait convenables. En revanche, ils ont un seul porte-avions, et c'est Kuznetsov, et c'est le vieux machin. Vous savez, ils étaient ridicules parce qu'il est diesel, et quand il se déplace en océan, vous voyez sa fumée à 100 miles. Ouais. La fumée noire. C'est discret, c'est pas et il n'est pas discret du tout. Et puis, de toute façon, ils voulaient le rénover parce qu'il y a eu un incendie sur ce bâtiment-là. Ils ont constaté que finalement, ça coûterait beaucoup trop cher de le rénover. Ils ont pris la décision il y a 10 jours, je crois, de tout simplement le liquider et de s'en débarrasser. Mais pour le reste, ils ont quand même pas mal de bâtiments. Quelle est la composante la plus dangereuse de cette flotte ? Est-ce que ce sont les sous-marins ? Les sous-marins. Bien évidemment, les sous-marins porteurs de missiles stratégiques et de missiles de croisière. Ça, c'est la composante la plus importante. Puis après, vous avez aussi des bâtiments de surface qui portent aussi les nouveaux missiles, style Tsirkon ou Kinjal, qui n'ont jamais été utilisés, donc on ne sait pas comment ils vont réagir. Et c'est pour ça que je vous ai dit, sur le papier, oui. Mais vous avez vu comment ils sont comportés sur la mer Noire. Sur la mer Noire, cette marine, il y avait le croiseur Moscou, qui a été un joyau selon les Russes, un joyau qui devait assurer quasiment la sécurité non seulement de lui-même. Au mois de la guerre, les Ukrainiens s'attendaient à ce que les Russes débarquent vers Odessa, dans le sud. Non, ils ne pouvaient pas débarquer parce qu'ils n'ont pas de bâtiment pour débarquer. D'accord. Et puis il y a aussi des mines, des digues sous-marines au large des plages d'Odessa qui sont difficiles à passer. Ça, c'est vrai.
Juste une question, cette marine, elle sert à quoi aujourd'hui aux Russes? Elle sert à nous impressionner, elle sert à assurer le statut de la Russie en tant que puissance nucléaire mondiale, parce que les sous-marins porteurs d'engins nucléaires, ça sert à impressionner les gens, et ça sert aussi à Poutine de faire la pression sur nous en disant « si jamais vous me faites mal, je peux répondre avec ça ». Je pose une question un peu idiote, mais avec la puissance militaire russe, on l'a évoqué, 700 000 hommes sur le front, 1,5 million en Russie, avec cette marine qui est la troisième du monde, peut-être un peu obsolète, mais qui reste une force de frappe inouïe, les armes nucléaires, on va les mettre un peu de côté, mais il y a aussi une aviation constituée en Russie. Comment se fait-il que la Russie aujourd'hui ne mette pas plus de force dans son effort militaire pour faire plier l'Ukraine, en sachant que c'est très difficile aujourd'hui pour les Ukrainiens et pour l'Occident de riposter. On voit les délais qu'il faut pour que nous aidions les Ukrainiens à se défendre. D'abord par une faute d'appréciation, je crois, au début, parce que Poutine, en fait, ne s'attendait pas à ce que les Ukrainiens résistent si bien. Personne ne s'attendait d'ailleurs. Vous vous souvenez, à Zelensky, même les États-Unis lui ont proposé un taxi pour partir, enfin un hélicoptère. Bien sûr. Il a dit, j'ai pas besoin de taxi, voilà, j'ai besoin de munitions. Et donc, les Russes ne s'attendaient pas à ça. Et puis après, Poutine ne veut pas justement utiliser toutes les ressources. Parce qu'il sait très très bien que si jamais il utilisait tout, il pourrait peut-être gagner quelques kilomètres carrés de plus en Ukraine, mais il serait beaucoup plus vulnérable en Chine ou au nord. Et donc, il veut garder tout ça au cas où. Il pense qu'il y a un risque militaire, un risque de guerre avec la Chine. Alors on sait que les deux pays se disputent un territoire au nord-est de la Russie. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui de tension entre ces deux pays? On voit diplomatiquement, en tout cas, les efforts qui sont faits de part et d'autre pour afficher une entente, j'allais dire, cordiale. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut changer? Ça peut changer à tout moment. Déjà, parce que il y a 1 an et demi, les Chinois ont imprimé les cartes officielles gouvernementales sur lesquelles, sur 1 million de kilomètres carrés qui étaient donnés à l'Empire russe en 1858-60, sont repris les noms chinois et non pas russes. Vladivostok est considéré par les Chinois maintenant comme un port interne de transit avec le nom Hawei, je crois, donc un nom chinois. Et puis le FSB a révélé qu'il considérait la Chine comme un ennemi. Il se passe actuellement exactement la même chose que pour moi quand je suis rentré au KGB en 1984. Et la première chose qu'on m'a dite, les ennemis, c'est les États-Unis, l'OTAN, la Chine et Israël. Et j'ai l'impression que le même rangement est toujours là. États-Unis, OTAN, Chine et Israël. Et pourtant, il semblerait que Vladimir Poutine ait été invité en Chine le 3 septembre prochain pour fêter la victoire chinoise sur les Japonais il y a 80 ans. Oui. Il semblerait que le Kremlin prépare ce voyage. Ça a été non, mais c'est confirmé. Hein, on peut le dire. La seule véritable question, point d'interrogation, c'est de savoir évidemment si Donald Trump y sera lui aussi. Ça, personne ne le sait. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il a l'intention d'aller rencontrer Xi. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Puisqu'on parle de Poutine, une image à vous montrer. Vladimir Poutine qui baptise un sous-marin. Je ne sais pas si on va la voir dans le mur, cette image. La voici. Et on va écouter Vladimir Poutine. Il s'agit du 5e porte-missile de série du projet Boraï A, qui a été livré à la marine au cours des 6 dernières années. Ces navires constituent la base des forces stratégiques de la marine. Compte tenu de leur modernisation, ils assureront la sécurité de notre pays au cours des prochaines décennies. Nous réaliserons pleinement les projets de création d'une marine moderne. Nous assurerons la sécurité et les intérêts nationaux de la Russie dans toutes les régions de l'océan mondial. Il ne doit y avoir aucun doute à ce sujet. Vous me disiez 11 sous-marins au total, c'est ça? Oui, je crois. On dit qu'elle est très active, cette marine russe, y compris, j'ai entendu dire, en Méditerranée. C'est vrai, ça? C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle fait en Méditerranée? En Méditerranée, c'est la mer de l'OTAN.
Et Poutine s'est installé dans cette mer Méditerranée où il n'avait plus sa place à la dislocation du URSS parce que dans la Méditerranée, il ne pouvait pas se parquer, il ne pouvait que passer pour aller jusqu'à la mer Noire. Et en fait, il a signé un accord avec la Syrie pour avoir une base navale en Méditerranée. Et maintenant, quand il a perdu, après le changement de régime syrien, maintenant il essaie d'avoir une en Libye. Et donc, c'est la présence, parce qu'en Libye, si jamais il a une base, elle est juste en face de Naples, d'Italie, de la base de l'OTAN. Et pas très loin de la Sardaigne, de la Corse et de la France. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Sergei Ginov, pour nous avoir expliqué tout ça. Je rappelle la sortie de ce livre, L'ombre des légendes, où vous racontez des histoires absolument extraordinaires.